Hey, donc du coup je suis en train de travailler le thorax ce matin. J'ai terminé une partie de la thyroïde et après j'en ai eu marre, donc du coup je suis allée déjeuner. Maintenant je suis revenue et du coup j'ai décidé de vous expliquer mon cours. Je marquerai ici le temps si vous voulez sauter jusqu'à la fin que j'explique mon cours. Donc du coup je vais expliquer mon cours maintenant. Donc du coup c'est un cours sur le thorax, sur la sémiologie. Je crois que ça se dit pas sémiologie en français, ça se dit séméiotique je crois. Et donc du coup c'est ça. Alors, la première chose que mon cours il définit, c'est la délimitation du thorax. Donc, supérieurement, donc on a la ligne thoraco-cervicale donc qui sépare le thorax avec le cou. Inférieurement, thoraco-abdominal. Entre le thorax et l'abdomen. Au niveau des bras, thoraco-brachial. Donc, ça, c'est simple. Après, il y a des lignes repères pour pouvoir, par exemple, localiser une douleur. Donc du coup, au niveau de la face antérieure, il y en a 4. 4 verticales et 4 horizontales. Les 4 verticales, donc on a la médiosternale, donc au milieu du sternum, marginosternale, donc aux deux côtés du sternum, la parasternale à 2 cm de la marginosternale, et l'hémiclavière, c'est genre la moitié de la clavicule. Donc, du coup, elles sont 4. Maintenant, les horizontales, donc on a la ligne claviculaire, la sterno-angulaire, la sotomammaire, les glandes mammaires, et la xyphocostale. Donc, j'ai dit que ce soit vrai. Voilà. Après maintenant on a les lignes de la face postérieure, donc il y en a 3, donc je me souviens que 4 c'est devant donc il y en a plus et 3 c'est derrière donc il y en a moins parce que c'est moins important, c'est juste moyennement en souvenir. Derrière il y a la ligne verticale, c'est la spondyloïdée, donc celle qui passe par la colonne vertébrale. Après il y a la paravertébrale qui passe des deux côtés et celle scapulaire qui passe par l'omoplate, donc la scapula. Après ça c'est les lignes verticales. Après il y a les lignes horizontales. Il y a la clavéaire. Après je me souviens que ça fait SS, donc sopraclavière spineuse, donc spinosa en italien. Et là angulaire, donc je vérifie, donc c'est ça. Donc ça c'est toutes les lignes pour délimiter le thorax antérieurement et postérieurement. Après il y a les lignes pour sur la face latérale du thorax, HLR antérieure, moyenne, postérieure. Donc maintenant il faut que je définisse la forme et la dimension du thorax. Donc ça si j'ai bien compris la forme s'en fout un peu, donc du coup je passe assez rapidement dessus. Le diamètre transversal du thorax il mesure 26 cm, antéro-postérieur 19 cm, longueur 33 cm. Il existe des thorax plus longs et des thorax athlétiques, donc c'est quand on a une plus grande musculature de la partie supérieure. Donc ça c'est ce physiologique, après il y a ce pathologique. Donc le thorax en entonnoir, quand il y a un enfoncement de la partie supérieure du sternum. L'inverse de l'entonnoir, je me souviens que c'est carenato, ça fait genre comme celui d'une poule, donc du coup il est il sort en avant quoi. Après il y a celui à barque, donc atrophie et des muscles pectoraux. Donc du coup pour me souvenir, je me souviens de imbuto, carenato, barca, et donc ça fait genre les dimensions, enfin le sternum s'il est en avant ou en arrière. Et le dernier c'est rachitique, c'est une tuméfaction au niveau de l'articulation chondrocostale. Donc du coup ça c'est les 4 pathologies dont je me souviens. Donc en gros, il y en a 6. Le dernier c'est de la kyphose, donc c'est quand le patient il est bossu, et scoliose c'est quand il est genre sur le côté. Mais si jamais elle me pose la question je les dirai pas, et si elle demande genre est-ce qu'il y en a d'autres je les dirai. C'est juste parce que comme il n'y a pas de précision dessus, pour gagner du temps je les dirai pas. Après il y en a ceux qui sont secondaires à des pathologies, donc secondaires à l'emphysème ou secondaires à Imacriacone, donc c'est secondaire à l'hépatomégalie. Donc à l'emphysème ce qui se passe c'est qu'on a je me souviens, donc en gros il y a toute une grande liste, mais je me souviens augmentation du diamètre transversal, augmentation du diamètre antéro-postérieur, hypertrophie des muscles auxiliaires de l'inspiration, augmentation des espaces intercostaux, et je me souviens d'une quatrième chose, c'était le sternum il est incurvé en avant. Donc du coup c'est ces 4 choses là qu'il faut que je me souvienne.
Dans le cas d'un emphysème, le thorax change. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce thorax là? On a le sternum qui part en avant. On a l'hypertrophie des muscles auxiliaires de l'inspiration, augmentation des espaces intercostales, et la dernière chose c'était l'augmentation du diamètre antéro-postérieur et transversal. Donc du coup ça c'est les 4 choses que je me souviens pour le thorax après un emphysème. Le thorax à cône, donc c'est quand on a une hépatomégalie, donc imagine qu'on a un gros foie comme ça, et donc du coup, oui, un gros foie ici, le thorax il va faire comme ça parce qu'il va entre guillemets genre incluant le foie qui sera plus gros. Et après il y a les différences de symétrie, donc ou quand on a un plus grand développement musculaire d'un côté, ou quand on a un traumatisme d'un côté, ou alors quand on a une scoliose. Après il y a les différentes rétractions et dilatation. La rétraction, si elle est diffuse, elle peut être due au pneumothorax, au versement, à la fibrose et à la télétasie. Donc je vais vérifier si c'est juste. C'est faux. Elle peut être due à la pleurite, à la néoplasie pleurique, à la fibrose pulmonaire ou à la télétasie. Donc il faut que je me souvienne. Rétraction, je vais essayer de chercher un mot, un aide-mémoire. Donc pour rétraction, je vais mettre un R. Elle est liée à pleurite, néoplasie pleurique. Donc j'ai marqué R, P, NP, A et quoi? Non, FA. Donc pour me souvenir, rétraction, P, NP, F, A, P, pleurite, NP, néoplasie pleurique, F, fibrose pulmonaire. Ah, c'était la fin de mon temps forest. Fibrose. Ah, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment rejoindre une classe sur Forest. Il faut juste cliquer là où il y a une personne en haut. Vous mettez genre planté avec d'autres personnes. Après vous cliquez sur rejoindre une salle et vous marquez le code. Mais là je vais continuer à planter toute seule parce que j'ai pas envie genre de retourner sur Instagram toutes les 2 minutes pour publier. Donc la dilatation elle peut être diffuse ou elle peut être partielle. Diffuse, donc on va marquer DD pour dilatation diffuse. Dans le cas d'un versement d'un pneumothorax, donc il y a marqué d'une masse et d'un emphysème. Donc ça fait VPME. VPME. Donc DD VPME. Donc la rétraction, on a dit c'était P, NP, F, A. Donc rétraction, néoplasie, non, P, pleurite, NP, néoplasie pleurique, F, fibrose pulmonaire, A, télétasie. Après on a dit la dilatation diffuse, DD. On a dit c'était V, P, M, E. V, versement, P, pneumothorax. M, c'était masse intra-pulmonaire. Et E, c'était... c'était quoi le E déjà? Emphysème. Donc on recommence. Rétraction pulmonaire, on a dit c'était P, NP, F1. Donc pleurite, néoplasie pleurique. F, fibrose, A, télétasie. Maintenant on va penser à la dilatation diffuse. On a V, P, M, E. V, versement. P, pneumothorax. M, masse intrapulmonaire. E, emphysème, du côté opposé. Maintenant, on va penser à la dilatation partielle. Donc, on va marquer D. Lui marqué partiel, moi aussi, on va laisser partiel. Donc, DD, donc on va avoir DP pour dilatation partielle. On va avoir donc la spléno-hépatomégalie, donc on va mettre un M. Les néoplasies, donc MN. Et cardiomégalie. Donc on va marquer juste MN parce qu'on va inclure dans le M, on va inclure hépatomégalie, splénomégalie, cardiomégalie. Donc je recommence du début pour les rétractions et les dilatations. Donc rétraction, on aura donc pleurite. Donc on a dit P, non, PNP, PNP, FA.
Donc rétraction, P pleurique, NP néoplasie pleurique, F fibrose, A atétasie. Pour la dilatation diffuse, donc on a dit DD, on aura VPME, V versement, P pneumothorax, M masse intrapulmonaire, E emphysème. Pour la dilatation partielle, on a dit DPMN. Donc dilatation partielle, M pour les mégalies, donc on aura hépatomégalie, splénomégalie, cardiomégalie, N, néoplasie. Donc du coup c'est comme ça que je fais. Je vais peut-être pas vous le faire pour tout mon cours parce que ça fait déjà une demi-heure que je suis en train de filmer. Mais en gros vous avez compris comment je fais pour me souvenir des choses et je fais ça pour tout mon cours, genre j'essaie de me souvenir bien des détails et après genre je entre guillemets ferme mon cahier, genre je regarde pas et je réexplique tout à l'oral et je fais ça genre de A à Z de mon cahier jusqu'à l'examen. Donc du coup c'est comme ça que je procède. Autrement ce que je fais des fois c'est que par exemple sur ce cahier là, et juste les mots clés du cours, ça fait comme un guide. Et donc du coup en suivant ce guide là, et ben, je réexplique mon cours. Et donc du coup si après j'arrive par exemple, il y a marqué résistance thoracique, pourquoi est-ce qu'on peut avoir une résistance thoracique, donc ostéomégalie, genre toutes les causes pour lesquelles on peut avoir une résistance thoracique, si je m'en souviens plus, je vais contrôler. Donc ou je peux faire des mots clés au pif, ou alors je peux suivre le cours de mon cours, ou alors aussi j'ai fait des flashcards, mais en gros j'aime bien aussi des fois voir mon cours de A à Z parce que ça m'aide à avoir entre guillemets genre une idée de parce que là surtout mon cours il fait inspection, palpation, percussion, auscultation, donc pour chaque partie du corps, et après les pathologies. Les flashcards au début elles sont dans l'ordre, après elles se mettent dans le désordre selon si je les connais bien ou pas. Et je peux les remettre dans l'ordre, mais je préfère les laisser dans le désordre, comme ça je revois juste ce que je me souviens plus. Donc du coup ça dépend un peu entre les deux, enfin ce que je choisis de travailler ou mes points faibles ou si je décide de tout travailler. Pour l'instant je décide de tout travailler parce que mon examen est dans 6 jours. Bref, je vais continuer à faire ça pour tout mon cours et un update après. J'étais en train de faire les types de respiration et j'avais du mal à me souvenir des choses. Du coup j'ai fait un genre de schéma avec des images pour m'aider à me souvenir des choses. Je l'avais déjà fait pour le coma, là c'est la deuxième fois que je le fais. Je les ai fait pour les différents types de respiration. Donc du coup je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc du coup avec des images je vais me souvenir des choses. Donc en haut là c'est une femme, donc la respiration chez la femme. C'est une respiration thoracique, on a deux pathologies, donc si on a une ankylose costo-vertébrale ou si on a des lésions pulmonaires. À l'intérieur de l'homme, c'est une respiration faite par le diaphragme, il y a 3 pathologies. Donc paralysie du diaphragme, si on a un empêchement au mouvement du diaphragme et si on a une augmentation de la pression abdominale. Il y en a 2 respirations pathologiques dans mon cours. La première c'est la périodique, donc il y a une horloge, elle s'appelle Cheyenne-Stokes. On a une inspiration avec hyperpnée et tachypnée pendant 30-100 secondes, donc en mode progressive. Puis on a une pause de 10 à 40 secondes. Ça c'est dû, donc là il y a une bonbonne de gaz ici, c'est dû à une altération de la sensibilité aux gaz qui sont respirés. Donc il y a une balance, donc c'est dans le cas d'un discompense en italien, je sais pas comment ça se dit en français. Ça c'est dû à une insuffisance rénale et une encéphalopathie. Le deuxième type de respiration c'est boccheggiante. Boccheggiante ça me fait penser à des bottes, donc du coup j'ai mis des bottes. Et il s'appelle de Casmal, donc j'ai mis un parlophone parce que l'inspiration elle est comment ça s'appelle ça, profonde et elle fait du bruit, donc ça se dit rumorosa en italien, mais en gros elle fait du bruit. Dessous j'ai mis un gnome parce que l'expiration elle est gmente, je sais pas du tout ce que ça veut dire, je vais regarder sur Google.
mais ça me faisait penser à un gnome, donc du coup j'ai mis un gnome. Et à quoi c'est dû? Ici j'ai mis une petite bonbonne comme si c'était de l'acide, c'est dû à l'acidose métabolique. Donc du coup en voyant cette image là j'arrive à me souvenir visuellement de mon cours sans le réécrire de manière inutile. Maintenant 12h55, donc du coup je vais aller manger. Pour midi, je pense que je vais me faire... en gros j'ai des œufs qui périment demain. Et je vais partir à Londres, donc du coup j'arrêtais pas de regarder les restos et tout ça qui avaient l'air bon à Londres. Et il y a plein d'endroits où il y avait des œufs pochés avec genre une tranche de pain et de l'avocat. J'ai pas d'avocat mais j'ai de la salade, donc du coup ça va le faire pareil. J'ai du pain de seigle, des tranches de pain. Et j'ai aussi des œufs que je dois consommer parce qu'ils périment le 27, donc en gros ils périment dans 3 jours. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer pour la première fois de faire un œuf poché. Donc comment avoir plein de vaisselle à faire alors que j'aurais travaillé. Mais bon ça a l'air genre cool, j'ai regardé sur YouTube comment faire. Apparemment il faut faire bouillir l'eau. Après il faut arrêter l'ébullition. Faire genre comme un vortex, genre en faisant tourner l'eau comme ça va faire genre comme un vortex. Il faut avoir au préalable filtré l'œuf de son petit liquide blanc un peu dégueu. Et garder juste la partie bien ferme de l'œuf. Et le faire tomber à l'intérieur du vortex et le laisser 3 minutes. Genre. Donc ça y est, j'ai terminé avec l'inspection et juste l'inspection en fait, pas tant que ça. Et de l'abdomen, et maintenant je vais faire la palpation, après il me restera la percussion, après l'auscultation et après toutes les pathologies. Donc du coup je vais commencer tout de suite la palpation du thorax. Je sais pas pourquoi j'ai dit abdomen, mais non, je suis en train de faire le thorax. Et voilà. La palpation du thorax elle est assez courte parce que y a les côtes, donc du coup ce qu'on peut palper c'est assez limité. Par contre la percussion, elle est longue parce que apparemment toc 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 on percute beaucoup au niveau du thorax parce qu'il y a différentes aires. Donc du coup par exemple l'air de délimitation du poumon, donc du coup pour toutes les pathologies pulmonaires souvent on fait des percussions. Et l'auscultation elle est encore plus longue parce que forcément quand on ausculte avec le stéthoscope au niveau du thorax c'est assez important. Et donc du coup voilà, c'est ce qui m'attend pour plus tard. Et pour l'instant la palpation c'est assez rapide. Première chose, je crève de faim, du coup je vais aller me faire un goûter, un brownies de MyProtein je pense, que je vais réchauffer, faire un petit peu fondre au micro-ondes. Et deuxième chose, je viens de voir que peut-être que mon colis que j'ai acheté à The Ordinary, il est arrivé. Parce que en gros je sais pas si vous voyez mais j'ai un énorme problème de peau de ce côté là. Et donc du coup c'est genre une marque de produits cosmétiques, enfin pas cosmétiques genre skincare, je sais pas comment ça se dit, genre soin de la peau. Donc du coup je vais essayer de voir si ça peut améliorer ma situation pitoyable. Et du coup je vais aller voir genre au concierge, voir s'il a reçu mon colis. Et j'espère que je l'ai reçu parce qu'autrement genre je pense que, enfin sur le pack il y avait marqué qu'autrement il devait arriver lundi s'il n'arrivait pas aujourd'hui. Du coup j'aimerais bien l'avoir le plus tôt possible parce que le plus tôt je pourrais régler cette situation. Genre là je suis pas maquillée donc du coup, enfin j'ai juste du mascara. Mais genre en gros j'ai une tache rouge ici. Et en gros ça fait des boutons parce que quand je touche c'est lisse. Mais c'est, enfin j'ai eu des boutons, ça a laissé des marques, des cicatrices sur mon visage. Apparemment c'est pas des cicatrices mais c'est de l'hyperpigmentation. Mais du coup je me suis grave fixée cette session d'examen parce que chaque session d'examen je me fixe sur un truc. Et sur cette session d'examen là je me suis fixée que c'est absolument horrible et indécent. Et donc du coup qu'il faut que je règle cette situation là. Du coup point positif, j'ai pris la situation en main. Point négatif, ça m'a rendu genre self-conscious, comment ça se dit
d'avoir honte de ça, je sais pas comment c'est dit en français. Et du coup c'est un petit peu gênant parce que du coup j'aime pas trop montrer cette partie-là de mon visage. Mais on n'a pas le choix, on a tous ces petits problèmes sur notre peau, personne n'a une peau parfaite. Et si vous avez une peau parfaite, c'est un point positif. Et bref, pourquoi je parle de ça? Bref, je vais aller manger parce que j'ai faim. Et après je vais aller voir si j'ai reçu mon colis. Je viens de revenir mais pour l'instant il n'y avait rien qui était arrivé. Enfin en vrai j'ai pas demandé directement au concierge puisqu'il y avait une meuf qui était en train de s'engueuler avec le concierge parce qu'elle voulait avoir une chambre seule. Ça fait 2 ans qu'elle est dans la liste mais en fait entre août et novembre ils suppriment la liste et les nouveaux arrivants, donc les premières années, ils peuvent prendre les places. Et donc du coup elle a dit c'est injuste parce qu'il y a un nouveau arrivant qui va prendre une chambre seule alors qu'elle ça fait 2 ans qu'elle attend. C'est pour donner à tout le monde la chance d'avoir une chambre seule. Donc du coup elle était grave énervée. Du coup je suis juste passée, j'ai regardé vite fait genre derrière le comptoir si je trouvais mon pack, genre juste en regardant un peu. Et j'ai rien vu, je vais attendre qu'elle termine de s'engueuler et après je retournerai demander au concierge. En gros moi j'ai eu la chambre seule mais après 3 ans. Et du coup genre moi-même genre elle allait m'imposer mais elle était genre venue avec sa mère et avec son père. Et c'était genre vraiment en train d'engueuler les concierges parce que du coup voilà, enfin elle avait un peu marre de partager sa chambre. Ce que je comprends parce que ça m'a changé la vie depuis que j'ai la chambre seule, c'est beaucoup plus facile pour travailler. Genre littéralement je me réveille à l'heure que je veux, je me couche à l'heure que je veux. Si j'ai envie de me reposer l'après-midi, je me repose l'après-midi. Si j'ai envie de me balader sans soutif, je peux me balader sans soutif, enfin ça n'a rien à voir. Et quand je travaille à voix haute, je suis obligée de rester dans la salle d'études avec le stress que quand quelqu'un rentre dans la salle d'études et que tu y es pas, après genre s'ils trouvent dans la cuisine ils font genre ah je suis désolée j'aimerais bien aller dans la salle d'études et tu l'utilises pas, est-ce que je peux l'utiliser? Peut-être en mode genre non 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 je suis obligée de l'utiliser, enfin genre en gros tu recours à l'intérieur et tu peux jamais sortir de ta salle d'études, du coup tu vis à l'intérieur, t'hésites même d'aller aux toilettes. Du coup voilà c'est pas super. Du coup je suis contente d'avoir eu la chance seule après 3 ans d'attente. Au moins pour les 3 prochaines années j'ai mon petit palace. Du coup j'ai terminé la percussion du thorax, je suis partie me couper du melon dans la cuisine. Je me suis ramenée ici et je vais juste en profiter d'avoir aéré mon cerveau pour juste réviser rapidement les différents types de bruits. Donc du coup il y a donc, la délimitation, ça c'est assez clair pour moi. Juste il y a les différents bruits, donc il y a le son hyperphonique, non hyperphonétique, hypophonétique. Le son obtus, donc ça c'est quand c'est plein, et le son tympanique et le son métallique qui se suivent. Et donc du coup je vais juste réviser ça rapidement et en mangeant le melon et après je commencerai l'auscultation. Il y a genre quelques pages d'auscultation. Ah oui il y a un truc qui est hyper dur, c'est les bruits des bronches, les bruits pulmonaires et les bruits de la pleure. Ça c'est assez galère. Et après il y a toutes les pathologies, donc les différents types de sous, de toux, de dysphonie, d'expectoré, c'est genre quand on tousse et qu'il y a du genre mucus qui sort. La toux vomitive, la dyspnée, la toux avec du sang à l'intérieur, la cyanose, la bronchite chronique, la pneumonie interstitielle, l'infarctus pulmonaire, le syndrome de Pankos, le syndrome de Coupe-Pasture, le syndrome atelectasique, versement pleurique, thoracosynthèse, le pneumothorax et une précision sur l'appareil respiratoire des personnes âgées. Mais du coup c'est toutes les pathologies que je ferai après l'auscultation. Et voilà. Pour l'instant, enfin entre guillemets les parties dures de mon cours pour l'instant, ce serait la percussion du thorax peut-être. Ouais, la percussion et l'auscultation du thorax, je pense que c'est les plus durs, et les pathologies. Après l'inspection c'était assez facile, la palpation pareil, les douleurs thoraciques très faciles. Et voilà. Et après j'irai voir aussi si mon colis il est enfin arrivé ou pas, parce que j'ai envie d'avoir mon colis avant le week-end. Autrement l'orage j'aurai lundi, il y avait marqué. Du coup c'est pas super. Comme chaque fin de vlog, je vais répondre à vos questions. Du coup, marquez en commentaire sous mon commentaire épinglez vos questions pour le prochain vlog. Donc,
Alors je vais sur mon ancienne vidéo. Alors première question, quelle est la différence entre Quizlet et Anki? Pas grand chose, enfin c'est deux sites complètement différents, mais la raison pour laquelle je me suis transférée de Quizlet à Anki, c'est parce que Quizlet, il fallait que je paye un abonnement chaque mois pour avoir le premium et donc avoir mes decks hors ligne et tout ça. Et alors que Anki, j'ai payé une fois l'application 30 € et maintenant c'est à vie, j'aurai toujours mes decks hors ligne. Donc du coup c'est pour ça que je me suis transférée de Quizlet à Anki. Je pense que c'était genre plus interactif, Quizlet c'est genre plus beau et tout ça, c'est plus stylé, alors que Anki c'est hyper simple, c'est juste des fenêtres carrées, pas vraiment qui donnent pas particulièrement envie de travailler quoi. Mais pour l'instant c'est ce qui me convient le mieux. Question suivante, donc j'ai commencé médecine la première année, quels sont tes 3 conseils? Je dirais, faites-moi penser, faire en sorte de rester motivé parce que si vous vous déprimez d'une manière ou d'une autre, ou en vous isolant trop, ou je sais pas, en vous surmenant ou des choses comme ça, vous risquez de pas tenir l'année entière. Donc faire en sorte de rester motivé en ayant des compensations ou en voyant votre famille, en appelant votre famille, en voyant vos amis de temps en temps. Parce que peut-être que si vous vous isolez trop après ça risque d'être plus un préjudice qu'un avantage de travailler trop. Après je dirais planifier, c'est hyper important de planifier parce que enfin si moi je planifie pas, je passe une journée entière sur une seule page et je fais rien entre guillemets. Et la troisième conseil ce serait trouver votre méthode, genre pas copier la méthode de quelqu'un parce qu'on veut des équipes comme ça, trouver ce qui marche pour vous parce que moi je sais, je travaille d'une manière différente d'autres personnes travaillent d'une manière différente que moi. Est-ce que c'est meilleur leur méthode ou ma méthode? Il n'y a pas vraiment de meilleure méthode, c'est votre méthode la meilleure pour vous. C'est pour ça qu'on me demande toujours ma méthode de travail, mais ma méthode de travail elle vous servira sûrement à rien parce que on est tous différents, on a tous des besoins différents et des manières de soutenir des choses différentes. Donc du coup voilà. Comment tu fais pour avoir des bonnes notes, te reposer et gérer le stress? Je planifie. Après genre oui bien sûr que je stresse, comme tout le monde. Avant un examen je suis grave stressée, j'ai l'impression que je sais rien et que je vais jamais y arriver. Mais après il faut savoir genre gérer, déjà y aller toujours à l'examen, parce que nous on peut choisir si on peut y aller ou on peut ne pas y aller et je pourrais choisir toujours de ne pas aller à l'examen, mais finalement genre je me jette et je me dis genre au pire si je le réussis pas je le ferai la prochaine fois. Donc du coup ne pas laisser la peur de l'échec m'empêcher de faire les choses. Après en gros genre la manière pour faire un équilibre entre toutes les choses, la clé c'est de planifier parce que c'est le seul moyen de s'organiser et de pas genre trop se reposer, ne pas travailler, ne pas trop travailler, ne pas assez se reposer et finalement faire un burn-out et finalement tout gâcher ce qu'on a travaillé. Donc du coup planifier c'est le mot clé de la vidéo. Du coup c'est toutes les questions que je vais répondre pour la vidéo et je vais aller manger parce qu'il est 20h11. Donc du coup si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à l'aimer. N'oubliez pas d'écrire votre question sous mon commentaire épinglé pour que j'y réponde dans la prochaine vidéo. Et bye à la prochaine vidéo.